David, mon mari, l'homme avec qui j'ai partagé 30 ans de ma vie, et un médecin corrompu voulèrent me dépouiller de tout ce que j'avais bâti. Mais je ne suis pas une victime. Une découverte inattendue et une détermination inébranlable m'ont poussé à tendre un piège qui renversera la donne. Voici mon histoire, celle d'une femme trahie, prête à tout pour reprendre les rênes de sa vie. Bonjour, je m'appelle Suzanne, et voici une nouvelle histoire tirée de ma propre expérience. Mon mari, David, avec qui j'ai partagé 30 ans, de vie commune, apparemment heureuse, s'est entendu avec un médecin pour me convaincre que j'étais atteinte d'une maladie mortelle, avec seulement quelques mois à vivre. Avec un air de compassion feinte, il me regardait dans les yeux, m'apportait des médicaments amers et attendait que, brisé et terrifié, je signe un testament lui léguant tout ce que je possédais. Mais il a commis une erreur fatale. Il ignorait que j'avais découvert par hasard mes véritables résultats d'analyse. Alors, j'ai décidé de jouer son jeu. J'ai décidé de lui offrir un spectacle dont lui et son complice se souviendraient jusqu'à la fin de leur jour. Il y a 6 mois, je me considérais comme une femme comblée. À 52 ans, j'avais tout ce dont on peut rêver. Un mari aimant, David, une fille adulte, Emily, étudiante à l'université de l'Oregon, et une charmante maison de 3 chambres dans le quartier de Laurelhurst, à Portland, héritée de mes parents. J'avais aussi l'œuvre de ma vie, une petite librairie, Page & Brew, située dans le quartier animé de Hawthorne, que j'avais reprise de mon père. Ce n'était pas juste un commerce, c'était mon refuge, ma forteresse. David, lui, travaillait comme ingénieur dans un bureau d'études à Downtown Portland. Il répétait souvent que son salaire n'était que de l'argent de poche, que nous vivions surtout grâce à ma librairie. Je n'y prêtais pas attention. Dans un mariage, tout est commun, non? Quelle erreur de ma part! Tout a commencé par un léger malaise. J'avais des étourdissements, une fatigue persistante, une sorte de brouillard mental. Je mettais ça sur le compte de l'âge et du surmenage, mais David s'est soudain montré d'une sollicitude inhabituelle. « Suzanne, il faut consulter un médecin », disait-il, l'air soucieux. « Tu ne prends pas soin de toi. » Il m'a recommandé un certain Dr Richard Coleman, un ponte de la médecine, qui selon lui avait remis sur pied son patron. J'ai d'abord balayé l'idée, mais David a insisté. Il a pris rendez-vous pour moi et m'a même accompagné. Le docteur Coleman, un homme distingué aux tempes grisonnantes et aux yeux que je trouvais alors bienveillants, m'a tout de suite inspiré confiance. Il m'a écouté attentivement, m'a prescrit une batterie d'examens, analyse de sang, échographie, IRM, tout ce qu'on peut imaginer. Une semaine plus tard, David et moi étions de retour dans son cabinet, situé dans un immeuble moderne près du Pearl District. Le médecin a feuilleté mes dossiers en silence, puis a poussé un soupir théâtral avant de me regarder par-dessus ses lunettes. « Suzanne Miller », a-t-il commencé d'une voix douce, pleine de compassion feinte, « les nouvelles ne sont pas bonnes. Pas bonnes du tout. Vous souffrez d'une maladie rare et agressive, à un stade avancé. La médecine, hélas, ne peut rien faire. Mon monde s'est écroulé. » Ces mots résonnaient comme à travers un mur d'eau. « Combien de temps ?» ai-je murmuré. « Les pronostics sont incertains, » a répondu Coleman, évasif. Mais, pour être honnête, je dirais 2, peut-être 3 mois, pas plus. David a poussé un cri étouffé, s'est agrippé la poitrine, puis m'a entouré de ses bras tremblants. « Docteur, il doit bien y avoir une solution, un traitement expérimental, » a-t-il lancé, la voix brisée. « Nous pouvons proposer une thérapie de soutien, » a soupiré Coleman. « Ça ne guérira pas, mais ça atténuera peut-être vos symptômes. » J'étais pétrifié, incapable d'accepter la réalité. Ma vie, si stable et prévisible, venait de recevoir une condamnation à mort. Sur le chemin du retour, dans notre vieille Volvo roulant sur la I-84, je regardais défiler les immeubles de Portland, les passants pressés, les cafés bondés, et je réalisais que tout cela allait bientôt disparaître pour moi. À la maison, David m'a entouré d'une attention presque étouffante. Il me préparait des tisanes, cuisinait des dîners, m'interdisait de lever le petit doigt. Nous avions décidé de ne rien dire à Emily pour ne pas la perturber avant ses examens universitaires. Chaque jour, David m'apportait les comprimés prescrits par Coleman. « Prends ça, Suzanne, ça te fera du bien », disait-il avec une tendresse qui me serrait le cœur. Et, effectivement, je me sentais mieux, ou plutôt plus faible. Ces pilules me plongeaient dans un état de somnolence, accentuaient ma fatigue, embrouillaient mon esprit. Je devenais une ombre, une coquille vide. 1 mois après le début de ce traitement, David a abordé un sujet délicat.
Il s'est assis près de moi sur notre lit, a pris ma main et, évitant mon regard, a murmuré « Suzanne, je sais que c'est dur à envisager, mais il faut penser à Émilie. On doit régler les formalités pour éviter les complications avec la paperasse. Tu sais comment fonctionnent les lois ici. Je parle d'un testament. J'étais trop faible pour discuter. Il avait raison. Il fallait protéger notre fille. Il m'a assuré qu'il connaissait un notaire qui pouvait se déplacer à la maison pour m'épargner tout effort. Je m'occupe de tout. Tu n'auras qu'à signer, a-t-il ajouté doucement. Mais quelques jours plus tard, tout a basculé. David est rentré plus tôt du travail, agité, disant qu'il était passé chez Coleman pour récupérer une nouvelle ordonnance. Il a jeté son attaché-case en cuir sur une chaise dans l'entrée et s'est dirigé vers la cuisine pour faire chauffer de l'eau. Moi, je cherchais une facture d'électricité que David était censé avoir réglée. Pensant qu'elle pouvait être dans son sac, j'ai ouvert l'attaché-case. Pas de facture, mais une chemise fine avec mon nom dessus, Suzanne Miller. Mon cœur a manqué un battement. Sûrement une copie de mon diagnostic, ai-je pensé. J'ai ouvert la chemise et commencé à lire. Les résultats de mes analyses, celles que j'avais passées 1 mois plus tôt, étaient là. Hémoglobine normale, bilan sanguin parfait, IRM cérébral sans aucune anomalie. J'ai relu, encore et encore. Selon ces documents, j'étais en parfaite santé. Et, au bas de la dernière page, un post-it écrit de la main de Coleman. « David, voici l'original. Comme convenu, garde la copie falsifiée chez toi. Je me suis effondré sur le sol de l'entrée, la chemise serrée contre moi, incapable de respirer. Un mensonge. Tout n'était qu'un mensonge cruel et monstrueux. Mon mari, David, et ce médecin s'étaient religués contre moi. Les pilules qu'il me donnait devaient être des sédatifs puissants, destinés à me faire sentir faible et malade. Ses attentions, ses larmes, son désespoir, tout n'était qu'une mise en scène, un spectacle pour un public unique, moi. Il ne voulait alors pas attendre ma mort. Il la fabriquait, lentement, méthodiquement, pour s'emparer de ma maison et de ma librairie. Les larmes ont coulé, mais pas de tristesse, de rage. À cet instant, quelque chose en moi s'est brisé. Mon amour, ma confiance. Mais autre chose est née, une détermination froide et implacable. J'ai vite remis la chemise dans l'attaché-case, comme si de rien n'était. J'ai essuyé mes larmes et me suis relevé. S'ils voulaient un spectacle, ils allaient en avoir un. J'allais devenir la femme la plus docile, la plus malade, la plus fragile qu'ils puissent imaginer. Je signerais tout ce qu'ils voudraient. Mais ensuite, ils paieraient pour chaque larme que j'avais versée. Leur jeu venait de commencer, mais c'est moi qui écrirais la fin. Dès ce jour, ma vie est devenue un théâtre à un seul acteur. J'ai joué mieux que n'importe quelle star de cinéma, car l'enjeu était ma vie, mon avenir. Le matin, je me levais avec peine, me plaignant de vertige et de faiblesse. J'oubliais des mots simples, répétais les mêmes questions plusieurs fois, regardant David avec un air perdu et embrouillé. Chaque fois que David, avec son air faussement attentionné, me tendait une nouvelle dose de comprimés, je les acceptais avec un sourire reconnaissant. « Merci mon chéri », murmurai-je. « Que ferais-je sans toi ?» Bien sûr, je ne les avalais pas. J'avais appris à dissimuler la pilule sous ma langue, puis à la cracher dès qu'il quittait la pièce. Mais je voyais son impatience grandir de jour en jour. Il se voyait déjà maître de tout ce que j'avais construit à la sueur de mon front, la maison, la librairie Page & Brew. Alors, j'ai décidé d'agir. Sous prétexte de vouloir trier une dernière fois les vieux documents de mon père, je me suis rendu à la librairie. Ma fidèle employée, Margaret, une femme d'âge mûr au regard perçant, m'a accueillie avec inquiétude. « Suzanne, tu as l'air épuisée. David m'a appelé. Il m'a demandé de ne pas te surmener. » J'ai esquissé un sourire amer. « Margaret, j'ai besoin de ton aide, » ai-je murmuré, après m'être assuré que nous étions seuls. « Mais tu dois jurer que personne n'en saura rien. » Je n'ai pas tout raconté, mais je lui ai demandé de me trouver le meilleur avocat de Portland, spécialisé dans les affaires criminelles et les fraudes. Elle m'a dévisagé un long moment, avec une lueur de compréhension dans les yeux, puis a hoché la tête. Le week-end, Émilie est rentrée de l'université. En me voyant si pâle et fragile, elle a fondu en larmes. « Maman, qu'est-ce ? En qui t'arrive ? Pourquoi vous ne m'avez rien dit ?» David l'a immédiatement enlacée, jouant à merveille le rôle du père accablé. « On ne voulait pas t'inquiéter, ma puce. Ta mère, elle ne va pas bien. » Mon cœur se brisait de devoir mentir à ma propre fille, mais je savais qu'un seul mot imprudent pouvait tout faire s'écrouler. Ce soir-là, après qu'Émilie est partie chez une amie,
David a repris son offensive. « Suzanne, tu vois à quel point Émilie souffre », a-t-il commencé d'une voix mielleuse. « Le notaire passe demain matin. Signons tout, pour qu'Émilie sache que son avenir est assuré. » Il appuyait là où ça faisait mal, sur mon amour de mère. « D'accord, David, » ai-je répondu docilement. « Qu'il vienne. » Le lendemain, le notaire est arrivé. Un homme sec et méthodique qui évitait mon regard et s'adressait surtout à David. Mon mari s'agitait, m'apportait de l'eau, ajustait mes coussins. Le testament était clair et concis. Tous mes biens, maisons et librairies incluses, reviendraient à mon époux, David Miller, après ma mort. Je lisais lentement le document pendant que David m'observait avec une tension à peine dissimulée. J'ai pris le stylo, ma main tremblait. Puis, levant les yeux vers le notaire avec un air innocent, j'ai demandé d'une voix faible « Dites-moi, ce document est bien définitif ? Personne ne pourra le contester, ni Émilie, ni d'autres proches ?»« Exactement, » a confirmé. Le notaire. « Votre volonté, exprimée en présence d'un témoin et certifiée par moi, a une force juridique absolue. »« Très bien, » ai-je murmuré, avant de signer d'une écriture hésitante. David a laissé échapper un soupir discret. Le spectacle était une réussite. Après la signature, David s'est détendu. Il était moins prudent, persuadé que tout était bouclé. Il continuait à m'apporter les pilules, mais sa voix avait perdu sa douceur feinte, laissant place à une pointe d'impatience. Et c'est sur cette assurance qu'il a trébuché. Quelques jours après la visite du notaire, alors qu'il pensait que je dormais après une nouvelle dose de médicaments, il a passé un appel dans le salon. Mais je ne dormais pas. Allongé dans ma chambre, j'avais glissé mon téléphone sous une serviette sur la table de chevet, l'enregistreur activé. J'avais laissé la porte entr'ouverte. « Oui, Richard, tout s'est passé comme sur des roulettes », ai-je entendu David dire d'un ton triomphant. Elle a signé sans broncher. Maintenant, c'est juste une question de temps. Un rire satisfait a résonné dans le combiné, celui du docteur Coleman. « Je savais que tu gérerais, David. Continue les pilules. Elle brouille bien ses facultés cognitives. Elle est docile, comme une enfant. Elle tient à peine debout. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne tiendra pas 3 semaines, » a ricané David. Mes poings se sont serrés. J'écoutais l'homme avec qui j'avais partagé 30 ans de ma vie discuter de ma mort imminente comme d'un contretemps agaçant. Mais ce que j'ai entendu ensuite m'a glacé le sang. Pas besoin d'attendre qu'elle s'éteigne. « Toute seule, » a dit Coleman, soudain sérieux. « Ça pourrait traîner, et si Émilie l'emmène voir un autre médecin, on est fichu. C'est trop risqué. Maintenant que le testament est signé, il faut agir. » Un silence lourd s'est installé. « Qu'est-ce que tu proposes ?» a demandé David, tendu. « J'ai ce qu'il faut, » a répondu Coleman. « Un nouveau médicament. Je te l'apporte dans 2 jours. Une seule ampoule dans son thé du soir, et c'est fini. Son cœur s'arrêtera dans son sommeil. Propre, discret, naturel. Aucune autopsie ne détectera quoi que ce soit. On notera une insuffisance cardiaque aiguë liée à sa maladie. Personne ne posera de questions. « T'es sûr que c'est sans risque ? Pour nous, je veux dire, » a insisté David, inquiet non pas pour moi, mais pour lui. « Absolument, » a assuré Coleman. « Ce sera vu comme la fin tragique mais logique de sa maladie. Tout le monde plaindra le pauvre veuf. Suis juste mes instructions. » Ils ont discuté quelques détails, puis David a raccroché. Je suis resté immobile, retenant mon souffle, terrifié à l'idée de me trahir. Leur plan était clair. Non seulement me voler, mais me tuer, froidement, méthodiquement. Mon mari, mon David, comptait verser du poison dans ma tasse de thé et regarder ma vie s'éteindre. Mon jeu de la femme faible et malade n'était plus un simple rôle. C'était une course pour ma survie. J'avais quelques jours pour non seulement les punir, mais rester en vie. J'ai arrêté l'enregistrement. Cette preuve était plus que suffisante. L'avocat que Margaret m'avait trouvé, Robert Callahan, était exactement l'homme qu'il me fallait. Un quadragénaire au regard acéré, il m'a écouté sans m'interrompre. Puis, il a écouté l'enregistrement. Quand la voix de David s'est tue, il a tapoté pensivement sur son bureau avant de me regarder. « Suzanne », a-t-il dit fermement, « ce n'est pas juste une affaire de fraude. C'est une tentative de meurtre prémédité par un groupe de complices. Avec cette preuve, on peut non seulement récupérer vos biens, mais les envoyer en prison pour longtemps. » Il m'a exposé son plan. Porter l'enregistrement directement à la police était risqué. David pourrait prétendre à une blague. Stupide ou nier toute intention réelle. Il fallait les prendre sur le fait. « Vous devrez jouer votre rôle jusqu'au bout », m'a prévenu Callahan. « Jusqu'à la dernière scène. En êtes-vous capable »
toute la faiblesse que j'avais, simuler s'est évaporé. « Je peux le faire », ai-je répondu, déterminé. « Dites-moi quoi faire. » Le plan était audacieux et dangereux, mais c'était exactement ce dont j'avais besoin. Le lendemain, pendant que David était au travail, 2 techniciens discrets, présentés comme des installateurs d'alarmes, ont équipé le salon et ma chambre de caméras cachées. Callahan m'a fourni un petit dispositif d'alerte déguisé en porte-clés, un signal et une équipe d'intervention, stationnée dans une camionnette près de notre maison à Laurelhurst, entreraient en action. Le jour J était fixé. Le plus difficile était d'éloigner Emily. Ma fille, voyant mon état empiré, refusait de me quitter. Elle avait pris un congé universitaire pour rester à mes côtés. Sa présence compliquait tout. 2 jours avant l'arrivée prévue de David, avec le médicament fatal, je l'ai appelé près de moi. Prenant sa main, je l'ai regardé avec l'expression la plus triste dont j'étais capable. « Ma chérie, j'ai une dernière demande. Ta tante Linda, ma sœur, vit seule à Seattle. Elle t'a toujours invité à lui rendre visite. Va la voir, pour moi. Je serai plus tranquille en sachant que tu ne seras pas seule, quand je ne serai plus là. » Emily a éclaté en sanglots, refusant de partir. « Maman, je ne t'abandonnerai pas, » répétait-elle. Alors, j'ai dû employer les grands moyens. « Emily, c'est ma dernière volonté, » ai-je déclaré fermement. « Si tu m'aimes, tu la respecteras. Je veux que tu te souviennes de moi comme je suis maintenant. Pas. » Je me suis interrompue, feignant une quinte de tout. David, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, m'a regardé avec une approbation discrète. Il a même aidé à convaincre Emily, lui achetant un billet pour le train matinal vers Seattle. En la raccompagnant à la gare Union Station de Portland, mon cœur saignait. Je l'ai serrée dans mes bras, murmurant « Pardonne-moi, ma chérie. Bientôt, tu comprendras tout. » Elle est partie en pleurs, et je suis rentrée dans notre maison vide de Laurelhurst, prête à jouer la scène finale de ce drame. Le jour fatidique est arrivé. J'étais allongée dans mon lit, jouant la faiblesse à la perfection. David était sur des charbons ardents toute la journée, appelant sans cesse pour vérifier mon état. En début de soirée, il est rentré avec un petit paquet. « C'est de la part du docteur Coleman ?» a-t-il dit, s'efforçant de garder un ton naturel. « Un nouveau médicament importé, très puissant. Il dit que ça te remettra sur pied. » Il s'est dirigé vers la cuisine. Je savais que les caméras enregistraient chacun de ses gestes. J'entendais le sifflement de la bouilloire, le tintement des tasses. Mon doigt était posé sur le bouton d'alerte, mon cœur battant si fort que j'avais l'impression qu'il résonnait dans toute la maison. Quelques minutes plus tard, David est entré dans la chambre avec une tasse de thé fumante. Son visage arborait un masque de sollicitude. « Tiens, Suzanne, bois tant que c'est chaud. Avec le nouveau médicament, tu te sentiras mieux. » Il m'a tendu la tasse, ses mains tremblant légèrement. Je me suis redressée lentement sur mes coudes, mais au lieu de regarder la tasse, j'ai plongé mes yeux dans les siens. Derrière sa compassion feinte, je ne voyais que cupidité et impatience. Je l'ai laissé savourer son triomphe quelques secondes, puis j'ai murmuré, d'une voix claire et posée, « Merci David, tu es tellement attentionné. » J'ai pris la tasse. Il a poussé un soupir de soulagement. Je l'ai porté à mes lèvres, puis me suis arrêtée net, le regardant à nouveau. « Tu sais, David ?» ai-je dit, ma voix devenant glaciale. « Pourquoi tu n'essaierais pas toi-même? On dit que ce médicament fait des miracles. » Son visage s'est décomposé en une fraction de seconde. Son sourire a disparu, ses yeux se sont écarquillés, d'horreur et d'incompréhension. « Suzanne, qu'est-ce que tu racontes ?» a-t-il bafouillé. « C'est la maladie qui te fait délirer. »« Oh non, David, mon esprit est plus clair que jamais. C'est toi qui sembles avoir des problèmes de conscience ou de mémoire. Tu as oublié ta conversation avec Coleman à propos de l'ampoule. Qui devait arrêter mon cœur en douceur? Tu pensais que je n'étais au courant de rien ?» Je voyais la panique envahir son visage, la sueur perler sur son front. Il avait compris. « Tu as entendu ?» a-t-il bredouillé. J'ai non seulement entendu David, mais j'ai tout enregistré. À cet instant, j'ai appuyé sur le bouton d'alerte. Moins de 30 secondes plus tard, la porte de la chambre s'est ouverte à la volée. Robert Callahan, mon avocat, et 2 officiers de la police de Portland sont entrés. David s'est retourné, les a vus et s'est effondré, laissant tomber le paquet contenant une ampoule vide. Son regard, fixé sur moi, n'exprimait ni remords ni regret, mais une haine, pure et impuissante. C'était la fin de son spectacle et le début de ma justice. Épilogue. Une justice implacable
et un nouveau départ et le procès a été rapide et retentissant. L'enregistrement de la conversation téléphonique, la vidéo de David versant, le contenu de l'ampoule dans mon thé et mes véritables analyses médicales ont réduit leur défense en miettes. Le docteur Coleman a été arrêté dans son cabinet du Pearl District le soir même. Ils ont tenté de se rejeter la faute, mais leur mensonge était trop grossier. David a été condamné à 15 ans de prison pour tentative de meurtre et fraude, aggravée. Coleman a écopé de 13 ans avec une interdiction à vie d'exercer la médecine. Quand Emily est revenue et a appris la vérité, elle était sous le choc. Elle a pleuré pendant des jours, incapable de croire que son père, qu'elle aimait tant, ait pu commettre une telle abomination. Mais un soir, elle m'a serré dans ses bras et m'a dit « Maman, je suis tellement fière de toi. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. » Ces mots ont été mon meilleur remède. Ensemble, nous avons traversé cet enfer et notre lien s'en est trouvé renforcé. Le testament a été annulé, bien sûr. J'ai vendu la voiture et la petite maison de vacances que nous partagions avec David. Et j'ai placé l'argent sur un compte pour Emily. Nous avons rénové la maison de Laurelhurst, comme pour effacer la souillure de sa trahison. Je suis retournée à Page & Brew, ma librairie, qui est devenue plus que jamais mon royaume, ma forteresse. En regardant les clients venir chercher leurs livres, en leur souriant, je réalise à quel point la vie qu'on a tenté de me voler est précieuse. J'ai survécu, j'ai vaincu, et je ne laisserai plus jamais personne écrire le scénario de ma vie à ma place. Merci d'avoir suivi mon histoire jusqu'au bout. Elle a été douloureuse à raconter, mais j'espère qu'elle inspirera certains d'entre vous à rester vigilants face à ceux qui vous entourent et à ne jamais abandonner, même quand tout semble perdu. Si mon récit vous a touché, partagez-le, laissez un commentaire et restez à l'écoute pour d'autres histoires. Votre soutien compte énormément.